Grand B, le monde selon Bush. Les attentats du 11 septembre réactivent les thèses de Samuel Huntington qu'il avait publiées dans Le choc des civilisations une dizaine d'années plus tôt. D'après lui, les relations internationales vont désormais s'inscrire dans un nouveau contexte. Dans un premier temps, les guerres avaient lieu sur des principes qui voulaient étendre. Les guerres avaient lieu entre princes qui voulaient étendre leur pouvoir et leur domination, puis elles ont eu lieu entre États-nations constitués, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale. Puis la révolution russe de 1917 a imposé un bouleversement sans précédent en ce qu'elle a promu la guerre idéologique. Ainsi, dès ce moment, les causes du conflit ont cessé d'être uniquement géopolitiques, liées à la conquête et au pouvoir, pour devenir des guerres idéologiques. Cette vision des relations internationales trouve son point d'aboutissement avec la guerre froide, en passant bien sûr par la guerre d'Espagne ou la Seconde Guerre mondiale. Cette vision des relations internationales trouve son point d'aboutissement dans la guerre froide ayant institutionnalisé la guerre froide aurait donc institutionnalisé l'affrontement de deux modèles de société. Cependant, la fin de la guerre froide marque un nouveau tournant dans les relations internationales. Huntington nous dit qu'il faut désormais penser les conflits en termes non plus idéologiques mais culturels. Les opinions publiques et les dirigeants seraient nettement plus enclins à soutenir ou à coopérer avec un pays et une organisation proche de sa culture, proche culturellement. Le monde se retrouverait alors bientôt confronté à un choc de civilisation, c'est-à-dire une concurrence plus ou moins pacifique à des conflits plus ou moins larvés, tels ceux de la guerre froide, entre blocs civilisationnels. Huntington définit les civilisations par rapport à leur religion de référence, à leur culture. En conséquence, il constitue 9 civilisations. Pour limiter les chocs de civilisation, il recommande aux puissances dominantes de chaque bloc un strict respect des zones d'influence, ce qui signifie que les puissances majeures s'interdisent d'intervenir à l'extérieur de leur zone civilisationnelle. La thèse d'Huntington comporte de très nombreuses faiblesses analytiques. Ainsi, il inclut les Philippines de tradition chrétienne dans la sphère confucéenne. Plus grave, il globalise des situations très variées. Ainsi, il identifie une sphère islamique en ne tenant aucunement compte des diversités infinies des croyances, sunnisme, chiisme, soufisme, et des pratiques des plus rigoristes comme le salafisme saoudien aux plus libérales, celles d'Afrique du Nord ou d'Indonésie. Il oublie volontairement que l'unité supposée d'une religion oblitère une incroyable diversité de langues, de pratiques et de cultures internes. Enfin, comble de la perfidie intellectuelle, Huntington refuse de voir le multiculturalisme et la mondialisation culturelle qui a engendré un véritable métissage, qu'il soit virtuel par nos pratiques culturelles, cinématographiques et d'Internet, ou par le biais des migrations qui ont fait que nos cultures sont très largement métissées. L'ensemble des sociétés, à l'heure de la mondialisation, notamment marquée par l'occidentalisation des mœurs et de la pensée, l'ensemble des sociétés, à l'heure de la mondialisation, sont également marquées par l'occidentalisation des mœurs et de la pensée. Mais comme souvent, l'incongruité d'une thèse ne suffit pas à la recaler, bien au contraire, elle va influencer grandement l'administration néoconservatrice républicaine américaine, ainsi que les droites européennes. En octobre-novembre 2001, George Bush déclenche alors, avec l'aval de l'ONU, une opération militaire en Afghanistan pour mettre à bas le régime taliban protecteur de Ben Laden. L'attaque initiale chassa les talibans du pouvoir, permettant l'instauration d'un gouvernement provisoire dirigé par Hamid Karzai à la suite des accords de Bonn en décembre 2001. Mais les talibans engagèrent une guérilla contre la Force internationale d'assistance et de sécurité, qui regroupe les forces armées sous commandement de l'OTAN et les maigres forces du gouvernement afghan.
Ben Laden n'est pas capturé. En fait, il vivait en Afghanistan, en lisière des zones tribales pakistanaises, zone très montagneuse et très difficile d'accès. Devant ces échecs, George Bush fils déclenche la deuxième guerre du Golfe contre l'Irak. L'Irak est effectivement accusé de protéger Ben Laden. Et le réseau Al-Qaïda de posséder des armes de destruction massive et d'être un dictateur oppresseur de son peuple, en particulier des minorités kurdes et chiites, des minorités kurdes. Même si la dernière accusation se révèle vraie, on peut objecter que ce n'est pas franchement une nouveauté et que si les États démocratiques se donnaient pour mission de déclarer la guerre à tous les États dictatoriaux, la liste risquerait d'être un peu longue. Et la réalisation un peu difficile. Je me vois mal déclencher un conflit contre la Chine. Les deux premières affirmations sont au contraire radicalement fausses. Dominique de Villepin, ministre français des Affaires étrangères, prend la tête à l'ONU des pays qui refusent avec véhémence d'accréditer les thèses farfelues de Colin Powell et de George Bush. Les États-Unis, mis en minorité à l'Assemblée générale, confrontés au risque de se voir sanctionnés par un veto, passent outre et déclenchent de façon unilatérale en mars 2003 la deuxième guerre du Golfe. La rapide victoire militaire est présentée comme une guerre de libération du peuple irakien, en particulier pour les composantes kurdes et chiites. L'arrestation des principaux dirigeants irakiens, coupables de crimes de guerre, et notamment l'arrestation de Saddam Hussein en décembre 2003, conduisent à leur exécution entre 2004 et 2006. Se met en place alors un régime constitutionnel qui semble renforcer la conception américaine du monde, d'un monde plus libéral, plus démocratique et plus démocratique.